Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre vidéo annuelle de mi-année. Donc, ça va être ma troisième année que je la fais. Et cette année, je la prends de manière plutôt sereine, on va pas se mentir. Je suis contente de vous la filmer. J'ai hâte de vous parler des livres dont je vais vous parler. Puis, je suis plutôt enthousiaste par rapport au tag, ce qui est rare dans mon univers, d'être enthousiaste par rapport à un tag. Donc, pour cette vidéo, je vais bien évidemment répondre au Mid-Year Book Freakout Tag, mais je vais pas vous mentir, oui, il y a la majorité des questions auxquelles je vais vous répondre qui viennent de ce tag-là, mais j'ai été empigée aussi dans d'autres tags ou minimalement vidéos contenu de mi-année que j'ai vu chez d'autres créateurs. Donc, il y a des questions par-ci par-là là, qui viennent pas du tag directement. Et j'ai retiré aussi certaines questions du Mid-Year Book Freakout Tag qui me correspondent peu, auxquelles j'ai pas envie de répondre tout simplement parce que j'en vois pas nécessairement l'intérêt. Puis cette année, contrairement aux 2 dernières années, je crois, on va quand même passer beaucoup de temps à parler des livres. Et oui, j'ai quelques statistiques à vous donner à la fin, mais j'ai quand même été assez light sur les statistiques, justement parce qu'il y a beaucoup de livres dont je vais vous parler déjà, donc je voulais pas nécessairement, je sais pas, entrer dans les gros détails. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts parce que là, on va parler de qu'est-ce que j'ai eu pendant les 6 premiers mois de l'année, mais aussi de qu'est-ce que j'attends de mes 6 derniers mois de l'année niveau lecture. Donc, bienvenue dans ce bilan de mi-année. La première question, c'est quelle est ma meilleure lecture de l'année jusqu'à maintenant? Le livre que j'ai choisi d'aborder avec vous pour cette question-là, c'est un livre que j'aime de tout mon cœur, honnêtement, puis que je pense que c'est en y réfléchissant et en le marinant, on va dire ça comme ça, que je l'apprécie de plus en plus. Et en plus, récemment, il y a quelqu'un d'autre qui l'a lu pendant le Serial Series Starter Challenge et qui a mis les mots exactement sur mes feelings à propos de ce livre-là. Donc ça m'a vraiment fait du bien parce que ça m'a permis de comme clarifier qu'est-ce que je ressentais autour de ce livre-là. Donc le livre en question, c'est La tempête des échos de Christelle Dabos, qui est le 4e tome de La Passe Miroir. Donc c'est une finale de saga qui est assez grandiose, très poétique, très mystérieuse aussi. Puis tu sais, il y a comme une espèce d'aura dans ce livre-là où oui, on conclut la saga, oui, on répond à nos questions, mais on en ressort quasiment avec plus de questions. Puis c'est pas plus mal. T'sais, on en sort avec une fin qui est très ouverte, avec une fin où on sait pas ce qui va se passer pour la suite d'Ophélie, de Thorne et de tous les autres personnages. Mais j'aurais pas vu une autre fin, en fait, pour ce livre-là. Je pense que j'ai eu la chance de pouvoir lire la saga à mon rythme et de ne pas avoir à attendre la sortie. Donc même si j'avais de l'appréhension pour la fin de ce 4e tome-là, avec tout le tollé que ça a fait quand le 4e tome est sorti, puis tous les avis qu'il y a eu autour de ce 4e tome-là, ben au final, je me retrouve à avoir tellement aimé ce livre-là. Bon, on va pas se mentir, je suis pas sûre d'avoir 100% compris tout ce qui se passait, puis tous les concepts qui étaient amenés, mais c'est tous des concepts extrêmement brillants, puis je le sais que je vais avoir besoin de relire cette saga-là. Je le ferai pas nécessairement maintenant parce que c'est quand même tous des gros bébés. Ensuite, deuxième question, c'est la meilleure suite de saga que j'ai lue depuis le début de l'année. Pour celle-ci, je vais y aller avec Les Nouvelles Vagues d'Arnaud Catherine. C'est la suite d'un premier tome qui s'intitule Romance. Et dans ce livre-là, c'est vraiment particulier parce que je parle autant de romance que de Nouvelles Vagues, mais on est avec un personnage, Vince, qui est très cru. On va suivre la moindre de ses pensées. S'il y a de quoi, on est dans ses journaux intimes quasiment, en lisant le livre. Puis il y a quelque chose de super intéressant en fait à le voir vivre, à le voir ressentir de manière aussi franche et crue. Puis c'est ça qui transparaît dans ces livres-là. Cette écriture-là est absolument incroyable. Puis pour vrai, genre, on dirait que le 2e tome m'a encore plus convaincue. Déjà, j'avais aimé le premier tome l'année dernière, mais là, avec le 2e tome, on dirait que ça a juste comme étampé le fait que je veux voir qu'est-ce que Arnaud Catherine a à nous offrir dans d'autres livres, parce que je sens qu'il y a un style qui pourrait vraiment me plaire de manière personnelle. Pour en revenir aux nouvelles vagues, dans celui-ci, on va traiter un peu de la rupture, mais je sais pas, il y a comme quelque chose qui est tellement rafraîchissant de voir la rupture de cette manière-là, de voir la rupture d'une manière de je le sais que je pourrais jamais oublier cette personne-là,
mais là, faut que je passe à autre chose. Donc, c'est pas d'oublier, mais c'est d'accepter que même si je vais l'aimer toute ma vie d'une certaine manière, j'ai le droit de vivre autre chose et j'ai le droit d'aimer d'autres personnes. C'est un peu ça qui transparaît au travers tout ce livre-là. Et on s'en va découvrir comme plein de personnages que je trouve absolument incroyables à leur manière. C'est des personnages qui sont remplis de défauts aussi, qui les rend juste plus vrais. J'ai adoré ce deuxième tome. Ça n'a pas été un succès pour le troisième tome, mais ça, c'est un autre, c'est un autre problème. Mais si vous voulez mon avis vraiment avec cette saga-là, considérez que le troisième tome n'existe pas et vous allez être amplement satisfait. Troisième question, c'est des nouveautés que j'aimerais lire, donc des nouveautés de 2024 que je n'ai pas encore lues et que j'aimerais lire. La première dont je vais vous parler, c'est Existante pour une philosophie féministe incarnée de Cécile Gagnon et Marianne Casselot. Ce que je vais dire là, ça va paraître vraiment obvious, mais c'est un essai philosophique et féministe. Wouh! Bravo Salomé! C'est une sortie récente de Remue Ménage, une maison d'édition québécoise qui se concentre vraiment beaucoup sur des essais féministes, queer et compagnie. Et d'ailleurs, un de mes plus gros coups de cœur au niveau des essais de toute ma vie vient de cette maison d'édition-là. Ce livre-là, dans le fond, il m'est tapé dans l'œil quand j'ai suivi leur compte Instagram tout simplement, puis que j'ai vu cette sortie. Donc voilà, je suis vraiment très très excitée. J'ai beaucoup d'intérêt, on dirait, à plus m'informer sur toutes ces idées-là autour du féminisme, autour du militantisme queer pour être un meilleur allié, mais tout simplement aussi une personne qui va être plus capable d'aller confronter les gens pour déconstruire des biais cognitifs et aussi pour déconstruire mes propres biais, parce que c'est sûr que j'en ai. Je pense que la première étape dans tout ça, c'est d'accepter qu'on en a. Donc, c'est la première étape que je fais. Puis, ben, d'amener ces lectures-là dans ma vie, je me sens plus ouverte, plus prête à les recevoir aussi. Donc, j'ai juste un énorme plaisir. Donc, c'est sûr que ce livre-là, il m'intéresse énormément et j'ai tellement hâte de le lire. Deuxième livre que je veux vous mentionner pour celle-là, c'est A Novel Love Story de Ashley Poston. C'est son tout dernier roman. Il est sorti en juin, là, vraiment récemment. Et j'ai vraiment beaucoup d'excitation pour ce livre-là. J'ai envie de le lire. Le pitch fonctionne à 100% pour moi. L'écriture d'Ashley Poston fonctionne à 100% pour moi. Donc, je suis vraiment juste super excitée de pouvoir découvrir ce livre-là. J'aimerais vraiment beaucoup réussir à le lire avant la fin de l'année. Mais on va en reparler tantôt. Il y a un autre livre d'elle que j'aimerais aussi lire avant quand même. Donc, je sais pas exactement quand est-ce que je vais le lire, mais c'est une nouveauté qui me tape dans l'œil et que j'ai très très hâte de découvrir encore une fois. Quatrième question, une nouveauté que pour cette fois-ci, j'attends avec grande impatience de cette deuxième moitié d'année. Je suis pas le genre de personne qui suit les nouveautés. Si vous me connaissez, j'en parle à chaque mi-année, parce qu'à chaque mi-année, j'en reviens sur cette question-là. Mais si vous arrivez tout juste sur la chaîne, sachez que je ne suis pas les nouveautés. Je ne regarde pas ça. Je regarde des vidéos de gens qui disent comme « Ah, ça, c'est mon radar. » Mais je retiens jamais rien. Je retiens pas, c'est quand ça sort. Et honnêtement, je m'en fous un peu. J'aime me laisser surprendre par les choses. Puis quand il y a quelque chose qui me tape dans l'œil, tant mieux. Mais je m'en fous que ce soit de l'année ou d'il y a 10 ans. Là, pour le coup, ça, c'est une autrice que j'aime énormément. Et son nouveau roman va sortir cet été. Donc, je suis très, très, très excitée. Et c'est Marie-Christine Chartier avec Le Garçon d'encre. Donc, c'est son dernier bébé qui sort. Et je crois, pour avoir vu Marie-Christine Chartier en parler par elle-même, que c'est un livre qui est très proche d'elle. Tout simplement parce que c'est un livre sur lequel elle travaille, on va dire, en background depuis des années. C'est sûr que j'en attends beaucoup de ce livre-là, mais je pense honnêtement qu'il pourrait peut-être pas détrôner Le Sommeil des loutres et L'éveil des érables, mais qui pourrait très certainement les rejoindre tout simplement au haut de mon classement. Et j'ai tellement hâte de le lire. Sachez que le 1er août, je vais me pitcher dessus et que ça risque fortement d'être ma recommandation pour le 12 août. Sachez-le, soyez prêts. Cinquième question, on s'attaque à ma plus grande déception. Et là, pour moi, déception, c'est quand même important de vous parler d'un livre pour lequel tu t'attends à quelque chose et que ce n'est pas ce que tu reçois. Donc, je m'attendais à rien de grandiose pour le livre dont je vais vous parler, mais je m'attendais à quelque chose et ça m'a déçue. Le livre en question, c'est Aliens Smith & Jones de Blaine D. Arden et
C'est un livre en auto-édition, une romance what the fuck, qui va en gros suivre un agent d'une entreprise comme de contrôle des aliens et un alien. Voilà. Et moi, je lisais vraiment cette romance-là en me disant, je veux des trucs bizarres, des trucs what the fuck, des trucs out of this world. Et ce n'est pas ce que j'ai eu. Parce que l'alien en question, en fait, sans rentrer dans tous les détails, parce que honnêtement, je me souviens so-so, mais en gros, il peut se transformer à 100% comme un être humain et il a dû terminer sa transformation. Donc, il ne peut pas revenir à sa forme alien de quand il était 100% alien. Donc oui, il y a des trucs un peu comme psychiques qui sont étranges, mais overall, sinon, ben c'est un humain, c'est même plus tant un alien à 100%. Donc c'était vraiment triste. Il n'y avait pas de détails un peu sordides ou de trucs un peu étranges tant que ça. Et au final, on voit même pas tant leur relation se développer. Ça sort vraiment de nulle part. Puis finalement, c'est un peu genre soulmates vibe. Puis c'est ça qui justifie tout à la fin, j'ai l'impression. Puis en plus, il n'y avait pas le what the fuck auquel je m'attendais. Je voulais du what the fuck et je n'ai pas eu mon what the fuck. Donc la grosse déception gagne. Ensuite, parlons d'une excellente surprise. Pour celle-là, je ne peux pas passer à côté de La Reine des Neiges de Simon Rousseau qui fait partie de la collection des Contes Interdits. Donc, à this point, je pense que vous connaissez à peu près ma relation avec les Contes Interdits. Je veux dire, ça fait plusieurs fois que je les mentionne, puis ça fait plusieurs fois que j'en parle dans des vlogs, surtout en grand détail, mais j'ai pas une excellente relation avec cette collection-là. C'est de l'horreur, mais qui pour moi fonctionne uniquement sur le gore et sur le dégueu. Pour être dégueu, il n'y a pas vraiment de but à ces événements-là, un peu pour l'histoire, pour le développement des personnages, pour... Bref, fait que pour moi, ça fonctionne pas du tout. Puis je trouve ça juste comme dégradant pour le genre de l'horreur. Honnêtement, c'est mon avis pur et dur. Mais celui-ci, il m'a vraiment surprise, tout simplement parce que, premièrement, le système d'horreur est beaucoup plus basé sur l'anticipation, sur l'atmosphère, sur le fait qu'il y a des événements étranges puis qu'on n'arrive pas à les expliquer. Un peu de fantastique aussi. Bien évidemment, ça colle souvent à l'horreur. Mais c'est un peu tout ça qui vient comme avoir cette ambiance-là, avoir ce sentiment d'horreur-là. Oui, il y en a du dégueu, mais il est explicable puis il est expliqué. Donc, ça, c'est ce qui m'a surprise puis ce qui a fait que j'ai réussi à finir le livre, ce qui était une grande première pour la collection des Contes Interdits chez moi. Donc, vraiment très très contente de ce livre-là. Non, ça sera pas un immense coup de cœur. Non, c'est pas ma lecture de l'année. Mais je suis vraiment surprise. On se rappelle qu'à la base, c'était supposé être une punition. Donc, d'avoir réussi à le lire et même de l'avoir apprécié, c'est une excellente réussite. Honnêtement, on va pas se mentir là-dessus. Pour la 7e question, je vais vous parler d'une nouvelle autrice qui est dans mes favoris dorénavant. C'est sans surprise que je vais vous parler d'Ashley Poston. J'en parle pas énormément, honnêtement. Peut-être un peu plus dans mes vidéos, mais même là, j'ai pas l'impression d'en parler à côté dans le tapis. Mais j'adore ce qu'elle a fait avec The Seven Year Slips, qui est le premier livre que j'ai lu d'elle. Comme je vous mentionnais tantôt, j'ai vraiment hâte de lire son dernier. Et il y a un autre de ses livres, plus comme New Adult, adulte, que j'ai vraiment très très envie de lire. On va en reparler tantôt. Elle a quelque chose, cette autrice-là, qui est juste du génie et qui est absolument incroyable. Elle écrit de la romance qui frôle honnêtement le contemporain tellement la place de d'autres thématiques puis la place de du développement psychologique des personnages est beaucoup plus présent que la romance en soi. Donc oui, la romance est un peu le véhicule de tout ça, mais ça reste que c'est beaucoup plus sur les autres réflexions puis le développement des personnages là, qu'on se concentre énormément. Et dans tout ça, elle apporte toujours un petit lien un peu genre réalisme magique qui est super intéressant et super bien développé et super bien, je sais pas, super bien adapté à son imaginaire puis à son univers puis à ses personnages. Puis c'était tellement, tellement intéressant dans The Seven Year Slips. Là, ces autres livres, j'ai juste super hâte de lire parce que ça englobe tout ce que j'ai aimé de The Seven Year Slips. Donc j'ai juste hâte de voir qu'est-ce que ça donne dans d'autres contextes, dans d'autres histoires, tout simplement. Cette autrice-là, elle a un potentiel fou pour moi.
Juste avec son premier livre, elle m'a charmée, donc d'après moi, elle va rester encore très 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 longtemps dans mon radar. Puis je suis totalement comblée. Notre 8e question, c'est le livre qui m'a fait pleurer. Je vais pas vous mentir, cette année, j'ai pas été très très émotive sur des livres. Il y en a peu qui m'ont fait pleurer, puis même, tu sais, je vous dirais, c'est peut-être plus une petite larme d'émotion que les gros sanglots, ce qui peut m'arriver. Vous m'avez déjà vu être en gros sanglot devant la caméra, donc vous le savez. Mais ça l'a pas encore fait avec mes livres cette année, mais je vais vous parler d'un livre qui m'a ému, qui m'a fait pleurer d'émotion, mais qui a un petit plus pour moi aussi parce qu'il m'a vraiment touchée d'une autre manière. Et c'est Noah intersexe de Samuel Champagne. Dans ce livre-là, on va suivre un jeune garçon, Noah, qui est intersexe, donc qui a des organes génitaux féminins et masculins. Allez le lire, ça vaut la peine. C'est tout ce que je vais vous dire. Il y a vraiment de la belle représentation LGBTQ+, à l'intérieur de ce livre-là, des représentations qu'on voit peu aussi, donc c'est intéressant. Mais personnellement, ce qui m'a le plus touchée, c'est toute la relation que Noah va entretenir avec des personnes âgées qui sont en soins palliatifs à l'hôpital dans lequel il va faire du bénévolat. Puis il s'embarque dans ces relations-là à 100%, c'est des relations qui sont tellement importantes pour lui, en sachant que ces personnes-là vont partir bientôt. Tu sais, je veux dire, quand t'es rendu en soins palliatifs, c'est qu'il n'y en a plus d'espoir, puis c'est des soins de confort que t'as. Donc, ça, Noah en est très conscient, mais c'est pas ça qui va l'empêcher de s'embarquer dans ces relations-là et de vivre un vrai deuil aussi à chaque fois qu'une de ces personnes-là va mourir. C'est avec ces personnes-là qu'il va être le plus honnête, qu'il va être le plus lui-même. Puis c'est juste beau à voir, en fait, à quel point il se révèle, à quel point il est enfin le garçon qui veut être, que tu sens, mais en même temps, il se cherche dans tout ça. Donc, bref, il y avait quelque chose de juste magnifique. Puis, c'est un peu toutes ces relations-là tellement belles avec des personnes âgées et surtout tous les deuils qui viennent avec ces relations-là qui m'ont fait réaliser mon propre traumatisme par rapport, j'en ris, là, mais pour vrai, j'ai un peu envie d'en pleurer, là, par rapport au décès de mon grand-père quand j'étais petite. Je rentrerai pas dans les gros détails, mais c'est entre autres le sujet du livre que j'aimerais écrire, de l'histoire que j'ai en tête depuis très longtemps et dont je vous parle depuis quelques mois maintenant. Puis c'est vraiment ce livre-là qui a débloqué des choses. Mon père aussi, mais bon, mon père c'est parce qu'il me connaît, puis il sait lire dans les choses que je dis pas. C'est un livre qui, pour ces raisons-là, m'a extrêmement touchée. Donc oui, il y a plein de belles qualités au niveau de la représentation, au niveau de certaines idées militantes aussi pour les personnes intersexes, mais surtout, c'est un livre qui, dans ses relations interpersonnelles et intergénérationnelles aussi, que j'ai vécu mes plus belles émotions, tout simplement. Prochaine question, on part de l'autre côté des émotions et là, on s'en va vers un livre qui m'a rendue très heureuse et je vais vous parler tout simplement de ce petit bébé. Donc, le premier tome du Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, de Tolkien, que j'ai lu finalement, enfin cette année. Donc, je l'ai lu au mois de mai et j'ai adoré. Ça m'a tellement fait du bien de lire ce livre-là. J'étais rendue là, puis je suis contente de l'avoir fait, puis ça m'a fait du bien. Ça fait 2 fois que je le dis, c'est pas grave. Puis c'est aussi un livre qui est une grande fierté, en fait, parce que ça fait des années que je veux lire Le Seigneur des Anneaux, que je me lance pas parce que j'ai extrêmement peur de détruire l'image que j'ai de cette saga-là, qui pour moi a juste vécu à travers les films jusqu'à maintenant. Donc là, de pouvoir avoir la version livre, c'est absolument incroyable. Ça m'a permis de découvrir d'autres choses, de découvrir des personnages qui ne sont pas abordés dans les films. Ça m'a permis de découvrir des événements aussi qui se passent différemment, une manière différente de voir les choses. Mais ça m'a permis aussi d'apprécier des choses de cet univers-là de manière encore plus profonde. Pour moi, c'est 2 œuvres qui se complètent énormément, le film et le livre. Et aussi, une autre affaire qui me fait vraiment rire, c'est que j'ai la comparaison des livres. Et les personnages, même si ce sont les mêmes personnages, on dirait qu'il y a quand même une ambiance qui est différente quand tu le vois être écrit puis quand tu le vois, quand tu le vis quasiment. Et il y a des répliques, des fois, là, je suis pliée de rire dans les dialogues parce que j'imagine le personnage dans le film dire ça, puis je suis comme, ça n'a aucun bon sens, ça pourrait pas être dit comme ça, puis ça me fait trop rire.
Maintenant, la prochaine question me demande de vous parler de pas de deux livres, là, mais des livres que j'aimerais lire d'ici la fin de l'année. Bien évidemment, je pourrais vous répondre plein de choses, mais il y a deux livres qui me passent particulièrement en tête. Donc, le premier dont je vais vous parler, c'est Pilleur de rêve de Chérie Dimaline, qui est une autrice autochtone et qui est un livre qui me semble très intéressant. Je l'ai découvert lors du tournage du podcast de Maps auquel j'ai participé. J'ai tout de suite accroché. Quand c'est Ellie qui en a parlé, je suis pas mal certaine, mais quand on en a parlé, j'étais comme oh my god, ok, attends, il faut trop que je lise ce livre-là. C'est une dystopie et dans cet univers-là, il n'y a plus personne qui est capable de rêver. Les seules personnes qui ont encore cette capacité-là de rêver pendant la nuit, c'est les personnes qui appartiennent au peuple autochtone. Donc, bien évidemment, ces personnes-là vont être prises en chasse pour qu'on étudie en fait d'où vient leur capacité de rêver et qu'on puisse la répliquer chez les autres humains. Il y a une idée qui est vraiment, je trouve, super intéressante d'aller apporter ce qui s'est passé avant, mais dans un univers d'après. Donc, bref, je trouve qu'il y a quelque chose de super intéressant dans cette espèce de dualité-là. Puis aussi, tout simplement, je trouve que ça a l'air super intéressant et je veux lire plus autochtone, comme on s'en est parlé récemment. Donc, ça va être, c'est dans les premiers là, sur ma liste, ça c'est sûr à 100%. Et le deuxième livre que j'aimerais vraiment réussir à lire d'ici la fin de l'année, c'est un livre dont je vous parle depuis quand même déjà un petit moment, mais j'en parle pas énormément. Et c'est Nos plus belles années de Clara Hérault. Donc ça, c'est son premier. Elle en a écrit deux autres depuis, puis j'aimerais vraiment ça découvrir les deux autres, mais je me dis, il faut vraiment que je commence avec lui. Je le sais. Je le sais au fond de moi que c'est un livre que je vais adorer. De ce que j'en ai lu de la quatrième couverture, de ce que j'en ai lu des autres personnes qui l'ont lu. C'est un livre qui, sur le papier, a absolument tout pour me plaire. Le problème, c'est que je le sais que ça parle de sujets qui sont vraiment pas faciles à aborder, qui peuvent être difficiles, puis que c'est le genre de sujet que je vais toujours repousser. Des livres sur ce sujet-là, je les repousse automatiquement, mais je les adore quand je les lis. Quand je finis par les lire, là, j'ai un amour inconditionnel pour ces livres-là. Donc, c'est pour ça que je sais en fait que je vais l'aimer. C'est juste qu'il faut que je me pousse le derrière un peu. Donc, poussez-moi en commentaire pour que je lise. Honnêtement, je pense qu'on en est rendu là. Ensuite, un peu dans la même veine de mes projets pour la suite de l'année, la prochaine question, ça serait de définir une saga que j'aimerais finir avant la fin de l'année. Et pour celle-ci, je vous mentionne une saga que je ne sais pas à quel point c'est réaliste que je la finisse d'ici la fin de l'année, mais ça serait une très grande réussite, une très grande fierté si j'y arrive. Et c'est Dragon Watch de Brandon Mull, qui est la suite de Fablehaven, donc c'est comme une deuxième saga sur le même univers. Dragon Watch, je l'ai commencé l'année dernière avec l'idée que j'allais tous les lire d'un coup, et le deuxième tome est arrivé en plein pendant l'été. Fait que je l'ai jamais fini, finalement. Pis c'est pas parce que je l'aime pas, c'est pas parce que j'aime pas la saga, c'est pas parce que je suis pas intéressée. J'ai comme été un peu bloquée et depuis, j'arrête pas comme d'aller relouer le deuxième tome, de finalement pas le lire, on dirait que c'est jamais le bon moment. Puis je pense que je suis rendue à un point où juste faudrait que je me force un peu à le commencer pour pouvoir le lire. J'ai un très grand intérêt pour cette saga-là, j'ai beaucoup d'amour pour les personnages puis leur développement entre Fablehaven et Dragon Watch. Mais il y a comme quelque chose qui me bloque, puis je pourrais même pas dire c'est quoi qui me bloque. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir de réussir à la finir, mais en même temps, je sais pas à quel point c'est réalisable que je la lise toute cette année, mais si je réussis au moins à lire comme deux tomes sur les 4 qui me restent, ça serait très super le fun. Je serais super heureuse. Puis encore une fois, ça serait une grande réussite. Prochaine question, on va parler ensemble d'une relecture que j'aimerais faire d'ici la fin de l'année. Donc, vous le savez, j'aime énormément ça, faire des relectures. C'est quelque chose qui est comme un petit peu réconfortant pour moi. Et une relecture que je veux faire depuis déjà un moment, mais surtout que j'aimerais faire dans un autre contexte, c'est Apprends-moi à voler de Sunny Way Loomis. Donc, ce livre-là, vous le savez, c'est un de mes grands coups de cœur de vie, un de mes grands bébés, et je l'adore de tout mon cœur. Mais ce livre-là, c'est surtout un livre qui est très lié pour moi au mois de mai-juin, alors que la majorité des gens l'associent énormément à l'hiver. Et c'est pour ça que j'aimerais voir si je vais être capable de lire ce livre-là un jour en hiver et pas dans une période très estivale et chaude. J'aimerais ça réussir à lire ce livre-là genre en décembre pour voir
est-ce que pour moi ça change des choses? Est-ce que je pense pas que je vais moins l'aimer parce que je l'ai lu en hiver, mais tu sais, des fois il y a des périodes de l'année qu'on associe vraiment fortement à certains livres. Puis ce livre-là, pour moi, a déjà sa période, donc j'aimerais ça voir si je le change de période. Est-ce que ça va être autant puissant? Est-ce que je vais être autant accrochée au livre? C'est une bonne question, une bonne réflexion. Donc c'est tout. C'est juste pour ça que j'aimerais ça le voir. Et vous noterez que j'ai réussi encore à parler d'un livre de Sony dans un tag. Prochaine question, on va revenir dans ce qui s'est passé au courant des 6 premiers mois de l'année. Je vais vous parler d'un livre que j'ai abandonné. Donc, le 10 livres dont je vais vous parler, c'est un livre qui n'a pas eu de suite. Parce que c'est un livre qu'à la base, j'ai commencé dans mon vlog 24 heures que j'ai fait en janvier-février. Ce livre-là, je l'avais commencé puis je savais pas trop où je m'enlignais avec quand j'ai fini le vlog. Je savais pas si je voulais le poursuivre, si je voulais l'abandonner tout simplement. Et bon, vous vous en doutez, finalement, je l'ai abandonné. Et le livre en question, c'est The Bodyguard de Catherine Center. Voilà, c'est un livre que j'ai décidé finalement d'abandonner. J'accrochais pas du tout à l'histoire, j'accrochais pas du tout au personnage. Puis en plus, je le savais que ma grande référence niveau romance, donc Estelle, avait adoré les 80%, les 80 premiers pourcents, mais qu'à partir de la crise des 80%, ça partait totalement en cacahuète, puis c'était plus du tout appréciable à son avis personnel. Donc, moi, n'appréciant pas les 50 premières pages, j'ai eu beaucoup de difficultés à me dire que j'allais toffer tout le livre pour finalement être déçue par la fin. C'est ce qui m'a amené à prendre la décision de finalement juste l'abandonner. À la base, je me disais, bon, peut-être que je vais le reprendre, mais honnêtement, plus j'y pense, moins j'ai envie de retourner vers ce livre-là. Donc, je pense que pour moi, ça va juste être un DNF définitif. La prochaine question, c'est combien de coups de cœur est-ce que j'ai eu jusqu'à maintenant durant toute mon année? De ce que j'ai noté dans mon fichier qui comptabilise toutes mes lectures, j'ai noté 21 coups de cœur. Donc, c'est quand même genre le tiers de mes lectures. Mais en même temps, vous me connaissez et je catégorise mes coups de cœur en puissance. Dans un tier list à la fin de l'année. Donc, bon, l'année dernière, je ne l'ai pas vraiment présenté. Je vous ai présenté juste les lectures qui appartenaient à la catégorie des dépressions littéraires. Donc, bien évidemment, ces 21 lectures ne sont pas toutes des dépressions littéraires, même si, honnêtement, j'ai l'impression que parmi mes coups de cœur, il y en a énormément qui se rapprochent minimalement de cette catégorie-là. Ben, tout simplement, je sais que c'en est pas toutes et qu'il y a très certainement des lectures que si je prenais un peu le temps de revenir sur les lectures puis de regarder est-ce que c'est vraiment un coup de cœur ou c'est juste une excellente lecture, je pourrais faire la part des choses aussi et en enlever probablement certains. Ish. Tout ça pour dire que 21, mais c'est pas toutes des dépressions littéraires, donc sachez que je vous parlerai pas de plus de 21 livres là, à la fin de l'année quand je vais vous faire le tour de mes dépressions littéraires. Parlant de coup de cœur, notre prochaine question me demande un livre que je prédis être un coup de cœur dans cette suite d'années. Donc, le livre en question, ça va être The Dead Romantics d'Ashley Poston. Donc, je pense que c'est comme la constante qui revient dans cette vidéo aujourd'hui, Ashley Poston. C'est un livre que je dois lire dans mes lectures marquantes et qui m'a un peu ouvert à découvrir Ashley Poston, on va pas se mentir. Donc, c'est un coup de cœur immense d'Estelle de 2023. C'est celui-là qu'elle m'a donné. Honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit lui qu'elle me donne. Mais je savais que même si c'était pas lui qu'elle me donnait, j'allais le lire cette année. Je sais pas si vous comprenez. J'ai tellement aimé The 7 Year Slip en plus que je le sais que lui, je vais l'apprécier de tout mon cœur. Il y a un rapport avec la mort qui est quand même assez présent. Puis avec le deuil et tout ça. Donc, je pense que je vais attendre autour de comme octobre-novembre pour le lire. Juste parce que c'est une période qui pour moi est incroyable pour juste comme tout ça. Donc oui, octobre c'est comme le spooky month avec l'Halloween et tout. Mais au-delà de ça, tu sais, novembre, il y a la fête des morts dans toutes les cultures latino qui se passe en novembre. Donc pour moi, c'est comme 2 mois qui représentent bien ce rapport-là qu'on peut avoir avec la mort et avec le deuil. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant de le lire pendant cette période-là. Pas nécessairement parce que c'est un livre qui est spooky, qui fait peur et tout,
Au contraire, je pense que ça va être un contemporain slash romance qui est très poignant, puis qui fait mal par en dedans, de ce que j'ai compris de la vie d'Estelle. Mais c'est juste une belle période, je trouve, pour lire ce genre de livre-là. Et finalement, la dernière question que je me suis sélectionnée et dont je vais vous parler, c'est un livre que j'ai lu en étant influencée par les réseaux sociaux. Donc, bien évidemment, il y a énormément de livres que je lis parce que j'ai été influencée par les réseaux sociaux. C'est plus ou moins présent d'une lecture à l'autre, mais un livre que j'ai lu qui est extrêmement populaire sur les réseaux sociaux, mais aussi que j'ai lu principalement parce que Estelle en a parlé, donc vous savez que ça va être une romance, mais bref, parce que Estelle en a parlé, qu'elle l'a adoré de tout son cœur, c'est Check and Mates d'Ali Hazelwood. Ce livre-là, là, je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré. Je me suis sous-nourrie juste parce que je voulais finir le livre avant de manger quoi que ce soit. Fait que finalement, j'ai genre presque pas mangé de la journée, je pense, cette fois-là. Mais bref, c'est pour dire que je l'ai adoré, dévoré. C'est un livre dans lequel on retrouve énormément de bienveillance, dans lequel on retrouve beaucoup de réflexion sur soi-même, de réflexion aussi sur la famille, je trouve, puis aussi ben, sur le deuil. Ça parle, oui, de romance, mais honnêtement, c'est un livre qui, un peu comme les Ashley Poston, qui écrit beaucoup des romances avec une présence psychologique et de développement de personnages qui est extrêmement poussée. Ben, je trouve qu'on se retrouve un peu avec ça aussi. Ce Ali Hazelwood, là, je trouve qu'il sort un peu de sa trame de romance habituelle. On a aussi énormément de contexte autour de Mallory. On a beaucoup de développement à son niveau. Puis on se concentre beaucoup sur son développement psychologique puis sur son développement en tant que jeune humaine qui se découvre. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé ce livre-là et je suis très contente de m'être laissée influencer par Estelle, parce que même si j'en avais déjà beaucoup entendu parler et vu mon amour pour Ali Hazelwood, j'étais comme c'est sûr je le lis, ben le fait qu'Estelle en parle, ça m'a vraiment botté les fesses à l'acheter et le lire tout de suite. Maintenant, avant de passer aux statistiques, je voulais vous glisser un petit mot sur des essais que j'ai lus et qui ont été phénoménaux. Donc, premièrement, Texter, publier, scroller d'Emmanuel Parent, qui est un court essai de la collection Radar dans lequel on va parler de la relation qu'on peut avoir aux réseaux sociaux et à l'utilisation du téléphone comme moyen de communication de manière générale, j'ai envie de dire, parce que tu sais, on parle aussi de texto, tu sais, Messenger et tout ça qui sont plus comme des applications pour communiquer, mais qui amènent une idée dans la tête des gens qui est qu'on est un peu toujours disponible. Donc, ça influence notre relation aux réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre et ça en fait partie. Donc voilà, je trouve ça super intéressant parce que dans cet essai-là, on vient l'aborder d'une manière à, pas à priver, mais à assainir cette relation-là qu'on peut avoir aux réseaux sociaux. C'est super bien aussi parce qu'on vient amener des nuances. Donc oui, on veut amener les jeunes adultes, les ados, parce que c'est quand même le public cible de la collection Radar, à prendre conscience de pourquoi les compagnies qui sont derrière ces applications-là, qui rendent gratuites ces applications-là, pourquoi c'est autant addictif, pourquoi c'est profitable pour eux et en quoi c'est profitable pour eux. Donc bref, tout ça est apporté, est abordé, mais en même temps, on ne dit pas, ben, à cause de ça, prive-toi ou oh my god, c'est absolument dangereux, tu ne dois pas utiliser ça. On n'est pas dans une prescription de arrête, on est dans une prescription de prends soin de toi au travers de tout ça et connais tes limites dans tout ça. Deuxième essai dont je voulais vous parler aussi, c'est Corps rebelle, donc qui est un essai sur la grossophobie. Je vous en ai parlé rapidement dans le premier trimestre, mais c'est un livre qui vraiment est avec moi à tous les jours. J'y repense à tous les jours. J'ai déconstruit énormément de billets et j'en déconstruis encore à tous les jours. Autour de la grossophobie, je m'informe beaucoup plus depuis que j'ai lu ce livre-là et je trouve ça juste pertinent en fait à lire. C'est super court en plus, fait que ça se lit tout seul. Puis ça vient juste ouvrir les portes sur des choses qu'on pensait pas qu'on avait en dedans de nous. Fait que je trouve ça super pertinent et vraiment à lire. Et un autre livre qui m'accompagne depuis sa lecture dans mes réflexions quotidiennes et dont mon père est peut-être un peu écœuré de m'entendre parler, c'est Sexualité et dissidence queer, donc qui est un essai à propos de l'ordre normatif sexuel. Je passerai pas trop de temps à essayer de vous expliquer c'est quoi ça, l'ordre normatif sexuel. Si vous voulez le savoir, informez-vous.
Je suis vraiment pas la meilleure personne pour l'expliquer. Mais rapidement, tu sais, ça vient un peu démystifier comment il y a des normes dans la manière dont on vit notre sexualité en société. Puis là, quand je dis en société, c'est juste comme société, là. Et qu'est-ce que ça prescrit pour cette manière de vivre la sexualité et comment aussi on peut offrir des résistances. Donc là, c'est via le prisme des théories militantes queer, mais tu sais, ça s'applique pour tout le monde. Puis c'est ça que je trouve de beau, c'est que ça rend accessible euh, des façons de vivre sa sexualité qui sont plus vues chez les communautés queer, mais ça s'applique à tout le monde et c'est quelque chose qui peut changer la vision de la sexualité pour absolument tout le monde. Même si t'es hétéro-cis, tu peux vivre des répressions puis de la stigmatisation sur certains comportements sexuels que tu pourrais avoir qui sont pas moins bien qu'un autre. C'est juste une manière différente de vivre sa sexualité. Puis c'est ça qui est décortiqué dans ce livre. Donc, j'adore ce livre et je considère que beaucoup de monde devrait lire ce livre parce que c'est un outil qui peut être tellement pertinent pour tellement d'interventions différentes. Donc, bref, vous allez m'entendre en parler longtemps de ce livre-là et de la suite du projet parce que c'est un projet qui est prévu en 3 tomes. Donc, aucune idée de quand va sortir les 2 prochains tomes, mais je les crave. J'ai envie de les lire tout de suite maintenant. Donc, il va falloir que je prenne mon mal en patience, mais c'est des sorties que je vais attendre et que je vais surveiller, ça, pour le coup. On a parlé de tous les livres dont je voulais vous parler, là, vite, rapido presto. Ça fait pas rapido presto, ça fait beaucoup trop longtemps que vous êtes ici avec moi. Ça veut dire qu'on passe aux statistiques. Il y en a pas énormément cette année, je vous en parlais déjà en début de vidéo, mais c'est comme les plus importantes, celles qui, pour moi, donnent un peu plus une ligne directrice à ma suite d'année. Puis, comme d'habitude, à chaque fin d'année, je reviens sur toute l'année, qu'est-ce qui s'est passé en gros détails. Bref, let's start. Donc, dans les 6 premiers mois de l'année, j'ai lu un total de 66 livres. Ce qui signifie que niveau objectif Goodreads, j'ai atteint 2 paliers. Donc, le premier qui est de 50 livres et le deuxième qui monte à 65 livres. Je les ai atteints. Ça va être facile à calculer. Hein, soyez pas trop choqués, mais ça veut dire que j'ai lu en moyenne 11 livres par mois. C'est comme 3 livres de plus que l'année passée. Je suis pas mal certaine que je peux dire ça sans trop de doute. J'ai pas l'habitude de lire autant. Ça me choque pour vrai. Genre, j'ai lu 15 livres de plus que l'année passée à la même période. Donc, ça me choque un peu. Ensuite, en termes de nombre de pages, on est à un total de 15 911 pages, incluant les pages venant de livres que j'ai abandonnés. Ça m'amène à une moyenne par jour de 88 pages lues et à une moyenne de 141 pages par livre. C'est sûr que, bon, depuis à peu près 2 ans, je me tiens un peu plus dans les livres qui sont plus petits, mais en même temps, depuis le début de l'année, j'ai lu quand même quelques livres à plus de 400 pages, on va dire, là, on va réduire, mais tu sais, j'en ai lu quand même quelques-uns avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'entrain, en étant vraiment dedans. Puis, tu sais, ça m'a pas fait peur d'aller vers ces livres-là. Je suis allée de manière assez naturelle vers ces livres-là. Donc, même si c'est pas une majorité, je sens que de plus en plus aussi, j'accepte de lire les livres que je repousse depuis des années juste parce qu'ils sont gros. Fait que même si la majorité de mes lectures restent dans les petites lectures, je commence à revenir aussi vers les plus grosses lectures. Sinon, au niveau de la provenance de mes livres, ça c'est quelque chose que j'aime toujours regarder aussi. Et sur les 66 livres que j'ai lus cette année, il y en a 23 qui venaient de ma pile à lire, 11 qui étaient des relectures et 32 qui étaient des livres empruntés. Ça veut dire qu'il y a un total de 65% de mes lectures quand même qui n'étaient pas des livres faisant partie de ma palle. Mon feeling à propos de ça, je pense que vous avez pu le ressentir un peu là, quand je vous en ai parlé dans la vidéo du 2e trimestre, mais je suis vraiment dans une idée de laisser aller les livres de ma palle, d'aller beaucoup plus vers l'emprunt pour après ça, ben dire, ok, ben ce livre-là, j'ai vraiment aimé, puis je tiens à l'avoir. Fait que là, je vais l'acheter. Je suis vraiment plus dans un laisser-aller, puis dans un... Écoute, on lit ce qu'on peut de la pile à lire, mais c'est pas grave non plus. Puis aussi de faire du ménage, ça fait du bien. Maintenant,
Oui, mon rapport à ma pile à lire a changé, mais ça m'empêche pas d'ajouter des livres à celle-ci. Donc, cette année, depuis le début de l'année, j'ai ajouté un total de 36 livres à ma pile à lire. Sur ces 36 livres-là, il y en a 13 que j'ai lus, il y en a 18 que je n'ai pas encore lus, 4 que j'ai DNF et 1 que j'ai déjà lu. Donc, je l'avais lu avant de l'acheter. Ça veut dire qu'il y a quand même la moitié des livres que je n'ai pas encore lus. Il y a différents contextes, différentes possibilités dans tous ces 18 livres-là. Mais je suis quand même contente de me dire qu'il y a comme la moitié des livres que c'est leur destin est seté. Donc, j'ai fait quelque chose avec ces livres-là. Et mon prochain défi, ça serait vraiment plus de comme lire à mesure un peu ce que j'ai acheté, ce que j'ai reçu ou peu importe. Donc, c'est ça, c'est un peu comme l'objectif d'aller plus à mesure, de pas trop laisser traîner. Mais en même temps, c'est sûr que je veux aussi lire les livres qui traînent depuis plus longtemps dans ma pile à lire. Donc, des fois, ça fait que il y en a d'autres qui se repoussent, puis j'emprunte beaucoup, hein, vous l'avez vu. Donc, des fois, ça fait aussi que ces achats-là se repoussent. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, ça concerne les sagas. Donc, on va pas rentrer dans les gros détails encore une fois pour les sagas. Mais sachez que présentement, j'ai 18 sagas qui sont en cours. J'ai un peu de tout là, dans mes sagas en cours. Sachez aussi qu'il y en a 3 parmi ces sagas-là qui sont à jour. De mémoire, là, il y a les enquêtes de Mackenzie, donc Et tombe les têtes, de Victoria Charlton et Alexandre Soublière. Il y a aussi Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud et Heartstopper. Heartstopper d'Alice Oseman, qu'on est en attente du 6e tome, donc voilà! Avec ça, j'ai fini de vous parler de ce dont j'avais envie de vous parler au niveau de cette mi-année. Donc, j'espère que vous aurez apprécié découvrir ce qui s'est passé, mais aussi ce qui s'en venait pour moi au cours des 6 prochains mois. J'ai beaucoup aimé vous faire ce petit bilan, passer du temps à vous parler de livres que j'ai adorés ou pas. J'ai hâte de vous retrouver à la fin de l'année pour des statistiques un petit peu plus développées. Mais bon, j'avais pas le temps, l'énergie et l'envie de le faire pour cette mi-année, donc on va se contenter de ça. Donc sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker en commentaire si vous savez absolument pas quoi me mettre. N'hésitez pas à me mettre le petit emoji de statistique là, avec les petites bandes là. Sinon, si ça vous tente quand même de m'écrire un petit quelque chose, n'hésitez pas à me dire, vous, combien de livres est-ce que vous avez lu depuis les 6 premiers mois de l'année. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer les vidéos lorsqu'elles sortent. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye! Ok, ça fait du bien de boire de l'eau.